En septembre 1944, les Alliés qui arrivent du sud de la France libèrent une bonne partie du département du Doubs. Les troupes françaises de l'armée B, commandées par le général Delattre de Tassigny, se trouvent face à la trouée de Belfort. Cette trouée est un couloir naturel de 20 km de large entre les Vosges et la Suisse. Elle permet l'accès à la plaine d'Alsace, mais aussi donne un accès direct au Rhin, fleuve qui est la frontière naturelle avec l'Allemagne nazie. Le haut commandement allemand sait que cette trouée de Belfort est leur point faible au niveau du front. C'est la raison pour laquelle ils y stationnent la 11e Panzer-Division, une division d'élite. Le 10 septembre, lorsque la 9e division d'infanterie coloniale libère le village de Goux, elle envoie des patrouilles au nord en direction de Saint-Maurice et à l'est en direction du village de Pont-de-Roide. Ces patrouilles entreront en contact avec l'ennemi et ne pourront pas libérer les villages qui leur permettront de traverser la boucle du Doubs. Une autre patrouille est quant à elle envoyée au milieu de la boucle à Villars-sous-Écault pour libérer le village. Malheureusement, la totalité du peloton sera anéantie sur place. À partir de cette date, le front va se stabiliser dans cette région. La 2e division d'infanterie marocaine sera au nord et la 9e division d'infanterie coloniale se trouvera au sud. Le 23 septembre, le 6e régiment de tirailleurs sénégalais commandé par le colonel Salan s'emparera de la commune de Saint-Maurice. Mis à part cette action d'éclat, le front va se stabiliser dans cette région pour les mois de septembre et octobre, et le quotidien sera rythmé par des patrouilles. L'automne arrive, et avec lui, des écarts de température et une pluie verglacée continuelle tombent sur les soldats. Le terrain se transforme en un véritable bourbier. Les gelures de tranchées sont légion, et les déplacements sont de plus en plus difficiles dans cette fange. Les soldats qui pâtissent le plus de ces conditions météorologiques sont les tirailleurs sénégalais d'origine africaine qui n'ont jamais connu la neige et le froid. À partir de ce moment-là, il est décidé au sein de l'armée B du général Delattre de Tassigny, renommée Première Armée française, de blanchir les troupes. Le blanchiment consiste tout simplement au remplacement des soldats noirs africains par des soldats blancs métropolitains issus des rangs de la résistance. Le 6e régiment de tirailleurs sénégalais prendra désormais le nom de 6e régiment d'infanterie coloniale et sera composé pour la majorité de ses personnels de francs-comtois, d'auvergnats et de provençaux. Le 13 novembre, le Premier ministre britannique Winston Churchill et le général de Gaulle viennent sur le front du Doubs rendre visite au général Delattre. Ce jour-là, il neige, le temps est exécrable et Winston Churchill est complètement frigorifié. À ce moment-là, au cours d'un entretien, il dit au général Delattre qu'il serait totalement insensé de lancer une offensive. Pourtant, dans la tête de Delattre, les dés sont jetés. Le lendemain matin, 14 novembre, les hommes de la première armée se tiennent prêts. À 11h20, un bombardement d'une violence inouïe se déclenche sur la tête des Allemands totalement surpris. Tout le front s'embrase des Vosges jusqu'à la frontière suisse. Une opération d'intoxication avait été montée les jours précédents pour inciter l'ennemi à ne pas dégarnir le front des Vosges. Les émetteurs radio ont été utilisés sans précaution et des mouvements de troupes ainsi que des PC fictifs ont été installés aux yeux des inévitables espions allemands présents dans la région. À midi, la 2e division d'infanterie marocaine, avec le 8e régiment de tirailleurs marocains en tête, s'engouffre sur un front de 10 km et bouscule les positions de la 338e Volksgrenadier Division. À 14h, le 6e RIC part à l'assaut. Le 2e bataillon doit s'emparer du village de Villars-sous-Écault et de la côte 460. Le 3e bataillon doit s'infiltrer par les grands bois et prendre les villages de Vermondans et Pont-de-Roide, permettant l'accès à la vallée du Doubs et à la ville de Montbéliard. Le 1er bataillon doit s'infiltrer par le bois du Breuil et prendre le village d'Écault. Écault, petit village paisible de 200 habitants, est en réalité un bastion essentiel pour les Allemands comme pour les Français, puisqu'il culmine à plus de 500 mètres d'altitude, permet d'avoir une vue imprenable sur toute la vallée du Doubs ainsi que sur la trouée de Belfort. Lorsque le 6e RIC attaque, c'est couvert par le feu des mitrailleuses des compagnies d'accompagnement qu'il progresse en direction du village. Ces jeunes soldats, sans expérience pour la plupart car ce sont de jeunes résistants nouvellement incorporés, se battront avec acharnement pour repousser les défenseurs. Chaque maison est inspectée, chaque corps de ferme est fouillé. On se bat au corps à corps pour repousser les Allemands, maîtres du village. Après avoir repoussé les derniers défenseurs, le 14 novembre à 17h, grâce aux efforts et aux sacrifices des marsouins du 1er bataillon, le village tombe. Meurtri, fatigué, harassé,
Chaque compagnie s'installe pour la nuit qui s'annonce pénible. Les vêtements et les chaussures sont trempés, la neige tombe et il gèlera. La deuxième compagnie couronne la crête au nord-ouest. La troisième compagnie tient une ligne de défense composée pour l'essentiel de trous individuels au nord-est du village, et la première compagnie s'installe légèrement au sud du village. Quelques points d'appui sont tenus dans les maisons endommagées par les éléments de la compagnie d'accompagnement. Le PC du lieutenant-colonel Dessert, commandant le groupement, s'établit au centre du village. De leur côté, les soldats allemands qui ont été repoussés du bastion d'Echo se regroupent pour lancer la contre-offensive. En début de soirée, c'est un terrible barrage d'artillerie qui s'abat sur le village d'Echo. Il est lancé par les canons de 88 de la 338e Volksgrenadier Division. Les marsouins du 1er bataillon se trouvent dans une situation précaire et n'ont plus qu'à se mettre à l'abri pour se protéger de ce déluge de feu et d'acier. Vers 23h, par une nuit d'encre, l'ennemi, arrivant par la vallée, se lance à l'attaque du village. Un combat sauvage s'engage. Bousculant les points d'appui, l'ennemi pénètre jusqu'au cœur du village où tous les marsouins, du colonel aux simples soldats, font feu avec courage et abnégation. Les Allemands doivent se replier. Croyant à une accalmie dans cette obscurité totale, chacun réoccupe ses positions et panse ses plaies. Un peu avant la pointe du jour, les Allemands relancent une autre offensive par le nord. Les postes français sont bousculés, un nouveau combat de rue acharné et confus s'engage. Les marsouins mènent un combat contre un ennemi aguerri et redoutable dans des conditions atteignant les limites de l'humainement possible. La situation est tellement désespérée que le colonel Dessert demande à l'artillerie française d'entrer en action sur le village à la cadence maximum et de pilonner ses propres positions. Peu à peu, l'ennemi lâche prise et se retire. Après cette terrible nuit, au petit matin, les marsouins survivants du 1er bataillon réinvestissent le hameau qui n'est plus qu'un champ de ruines. La prudence est de mise dans ce décor digne de la bataille de Stalingrad. Chaque maison en ruine, chaque ruelle sont nettoyées méthodiquement par les marsouins qui traquent les derniers Allemands survivants encore présents dans le village. En fin de journée, Echo est définitivement entre les mains des forces françaises. Mais à quel prix ? Côté français, les pertes sont terribles. Ces jeunes soldats, nouvellement incorporés dans l'armée française et sans aucune expérience militaire, ont été saignés à blanc sur le plateau d'Echo. Les pertes pour le bataillon sont catastrophiques. On compte plusieurs centaines de blessés parmi ces jeunes soldats pour qui c'était le baptême du feu. Dans ses mémoires, le général Delattre de Tassigny parlera du 6e régiment d'infanterie coloniale et de l'extraordinaire Nuit d'Echo qui se termine par un succès et qui entre dans l'histoire. Tandis que le 6e régiment d'infanterie coloniale s'attaquait au gros de la défense allemande dans le secteur et se faisait étriller sur le plateau d'Echo, la 2e division d'infanterie marocaine s'emparait de Montbéliard. Au sud, la 9e division d'infanterie coloniale progressait entre le Doubs et la frontière suisse pour s'emparer de villages de Roche-les-Blamont, Héry-Moncourt, Dampierre et pour faire la jonction avec la 2e dîme à Montbéliard. Aujourd'hui, Echo est un petit village paisible de 500 habitants qui trône fièrement au-dessus de cette vallée. L'église a été reconstruite après-guerre, comme bon nombre de bâtiments dans ce village. Seules quelques maisons portent encore les stigmates des terribles combats qui eurent lieu dans ce village à l'automne 1944. En reconnaissance, à l'entrée du village, trône fièrement un monument à la mémoire de la Première Armée française, de la 9e division d'infanterie coloniale et plus particulièrement à la mémoire des marsouins du 1er bataillon du 6e régiment d'infanterie coloniale qui se sont battus ici, ont terriblement souffert du froid et de la neige, et pour ceux qui sont morts pour la France.